Semaine décisive à venir pour les marchés. Bienvenue à toutes et à tous les amis dans cette nouvelle vidéo. On se retrouve comme tous les week-ends pour le débrief hebdo de la semaine, mais surtout pour préparer la semaine qui arrive, qui s'annonce capitale, qui s'annonce décisive, que ce soit pour le marché crypto, puisqu'on vient tout juste d'avoir le halving du Bitcoin, mais aussi pour les marchés traditionnels, puisqu'on aura de nombreux catalyseurs macroéconomiques, mais aussi microéconomiques cette semaine, qui pourront apporter probablement énormément de volatilité sur les marchés, avec toujours un contexte géopolitique particulièrement tendu. Juste avant de commencer et de rentrer dans le vif du sujet, quelques petites infos. Je vous rappelle qu'il y a quelques jours, on vous a sorti notre tout premier e-book totalement gratuit qui vous permet de comprendre le monde des crypto-monnaies en seulement 10 étapes. Vous pouvez le télécharger, le lien est dans la description. Et bien évidemment, je vous invite aussi à vous abonner et à nous rejoindre dans le serveur Discord. C'est totalement ouvert à tous. Vous avez là aussi tous les liens en bio et en description. Allez, c'est parti. On commence avec un premier point sur le marché crypto. Marché crypto légèrement dans le vert ce week-end, comme vous le voyez actuellement à l'écran, après une semaine qui a été, elle, par contre, un petit peu plus compliquée. Globalement, on a un marché crypto qui a été plutôt baissier et qui a été justement emmené par un Bitcoin qui est revenu travailler sous les 60 000 $ durant la semaine. Alors, évidemment, l'un des faits marquants de cette semaine sur le marché crypto, c'est évidemment le halving qui a eu lieu dans la nuit de vendredi à samedi, d'accord ? Alors, comme on pouvait s'y attendre, à court terme, le halving n'a pas d'impact, quasiment pas d'impact sur le cours des cryptos, ça on le sait. Ça peut en avoir un à moyen terme, peut-être même plutôt un impact négatif, comme on a pu le voir dans le passé. Mais voilà, c'est plutôt sur du moyen long terme qu'on va ressentir les effets du halving. Fallait pas s'attendre à une réaction immédiate du marché, surtout en plus qu'on est en plein week-end. Alors, d'un point de vue technique, à quoi on peut s'attendre sur Bitcoin ? Eh bien, pour le moment, ce qu'on peut dire, c'est qu'on est toujours dans une phase de range, dans une phase de latéralisation. D'accord ? La volatilité, depuis maintenant 1 mois et demi, bientôt 2 mois, c'est restreinte. D'accord ? On est bloqué depuis le début du mois de mars, comme vous le voyez, entre les 60 et les 74 000 $ pour être assez global. Ok ? À quoi il faut s'attendre pour le moment ? Personnellement, je reste convaincu qu'on ne peut pas repartir chercher de nouveaux ATH tant que nous n'avons pas swept cette zone-là. Ce lot qui a été laissé au début du mois de mars dernier et sur lequel il y a énormément de liquidités à revenir chercher. On a pu l'observer notamment en regardant l'order book. D'ailleurs, ce dont on se rend compte en regardant l'order book, si on regarde un petit peu plus bas, c'est qu'il y a énormément d'ordres acheteurs qui sont en attente. Et ça peut être problématique parce qu'en fait, si vous voulez, ça pourrait entraîner une cascade de liquidation qui nous empêcherait de bien réagir en venant chercher cette zone. Je m'excuse, je vais boire un petit peu d'eau parce que je suis déjà en train de perdre ma voix. Vous savez, je suis un petit peu malade en ce moment. Et donc c'est un petit peu compliqué pour moi de vous faire des lives, des vidéos un petit peu longues comme ça. Donc, ça, c'est un élément qu'il va falloir surveiller attentivement. Il y a deux options. Soit justement, on va être capable de swept cette zone-là et de très vite réintégrer le range, auquel cas on pourra assez rapidement viser un retour vers les ATH. Ok ? Ça serait le premier scénario et j'ai envie de dire le plus intéressant. Mais il y a un deuxième scénario qu'il ne faut pas omettre et qui est assez important à prendre en compte selon moi. C'est si justement nous n'arrivons pas à réintégrer rapidement la structure et qu'on a une sorte de cascade de liquidation, alors on pourrait plonger un petit peu plus bas en direction des 53 000 $. C'est pas du tout impossible. Je sais que pour certains, c'est délirant de viser un retour sur ces niveaux-là, mais c'est pas du tout impossible. D'ailleurs, si on était amené à revenir chercher les 53 000 $, selon les data on-chain, on aurait environ 15 milliards de dollars de liquidation sur le marché crypto, ce qui serait évidemment énorme, mais ce qui permettrait à la fois aussi de faire un gros nettoyage avant potentiellement de déclencher un vrai run, un vrai rallye haussier, comme on l'attend depuis un moment maintenant. En tout cas, on peut donc considérer que pour le moment, on est plutôt dans une phase d'attente sur le marché. Et effectivement, pour ceux qui débutent notamment, mais même j'ai envie de dire pour tous les investisseurs et notamment les traders, on est plutôt dans une phase de marché où il faut être en stand-by, en observation. Parce que le danger dans les phases de range comme ça, c'est que la sortie de range se fait de manière très très volatile et des fois en deux temps. D'accord ? C'est-à-dire qu'on peut très très bien dire ok, on va aller chercher de nouveaux ATH, mais avant ça faire une mèche vers le bas comme ça qui vous liquiderait en fait à ce niveau là. Donc c'est pour ça que
Voilà, il faut être très très prudent. Et en plus de ça, comme je vais vous l'expliquer dans la suite de cette vidéo, on va avoir aussi cette semaine des éléments, donc des catalyseurs macro, microéconomiques et géopolitiques qui vont peut-être amener de la volatilité sur le cours du BTC. Donc pour le moment, personnellement, je ne fais rien du tout. Je reste en observation. Alors, j'ai toujours un short en cours avec des entrées que j'avais faites à 71 et 69 000 $. Position que je laisse tourner pour le moment, mais que j'ai déjà sécurisée avec une prise de profit partiel et un SLABE. Mais je ne fais que ça pour le moment. Alors, ce qu'il faut surveiller aussi sur Bitcoin, c'est évidemment le contrat CME, d'accord? Il y a eu quand même un petit peu de mouvement dans le week-end, donc il y aura un petit gap qui va être ouvert demain à l'ouverture des contrats CME sur Bitcoin. Gap qui pourrait être amené à être comblé justement dès le début de semaine, donc ça sera un élément à surveiller. Un autre élément à prendre en compte, c'est la dominance du Bitcoin, qui reste pour le moment particulièrement haute, à plus de 55%, et ce qui empêche justement, pour le moment, Ethereum de prendre le relais sur le marché et de reprendre des forces face à BTC. On reste donc pour le moment dans une configuration plutôt baissière sur Ethereum. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle j'envisage toujours un retour plutôt sur les 2700 $ pour Ether avant d'envisager une reprise haussière à moyen long terme. Maintenant, voilà, il peut se passer beaucoup de choses. On verra au fur et à mesure du temps comment ça va se dérouler. Mais pour le moment, je considère qu'Ether est encore trop faible face à BTC. De ce fait, je reste particulièrement prudent. En tout cas, d'un point de vue vraiment purement trading, d'un point de vue vraiment spéculation, je me concentre surtout sur Bitcoin et sur Ethereum. Et je délaisse un petit peu les altcoins en ce moment, qui sont pour moi un petit peu plus compliqués à trader sur du court terme. Par contre, il faut absolument que vous soyez capable de profiter des retracements qu'on a eu ces derniers temps pour potentiellement recharger certaines lignes de vos portefeuilles. On a vu cette semaine certains alts qui ont repris de très belles couleurs. Je pense à ADA, Solana, Litecoin, ARB ou encore TIA qui ont fait de très très beaux rebonds. Donc c'est ce que je vous expliquais dans la vidéo de la semaine dernière où je vous disais que vraiment, quand on a des retracements de l'ordre de 20, 30, 40, 50% sur certains altcoins, il faut en profiter. On a le Solana qui est passé sous les 130 $. On a Avax qui est passé sous les 40 $. On a Atom qui est revenu sous les 9 $. Tout ça, ce sont des opportunités de repositionnement ou de rechargement. D'accord? Donc c'est très très important d'être capable d'identifier ces différentes opportunités. Quand je vous dis ça, ça ne veut pas dire allez-y, mettez un all-in, injectez toute votre liquidité maintenant. Non, surtout pas. Parce que potentiellement, si on a un Bitcoin, je vous le disais tout à l'heure, qui revient sur les 53 000 $, on pourrait avoir des corrections encore plus profondes sur les alts. Donc il faut garder du cash de disponible. Il faut garder de la liquidité de disponible pour pouvoir se repositionner si le marché était amené à retracer plus bas. Mais dans le scénario où le marché ne retracerait pas plus bas justement et on aurait un rebond relativement rapidement, il faut être capable de profiter de ces opportunités actuellement. C'est très très important. Bon, sinon, au-delà de ça, d'un point de vue order flow, on voit que comme très souvent le dimanche, l'open interest monte. Donc ça veut dire quand même que là, on a de plus en plus de positions qui sont ouvertes sur le marché. Attention, peut-être ce soir ou demain matin, à un excès de volatilité qui pourrait amener des liquidations sur le marché. On voit que les fundings sont repassés en positif, donc ce qui veut dire que potentiellement on a surtout des positions à l'achat qui se sont ouvertes, et on a aussi les CVD spot qui sont repassés en positif. Donc là ça veut dire que sur les spots, on est repassé sur des volumes acheteurs supérieurs au volume vendeur. Donc potentiellement, durant le week-end, un petit excusez-moi, changement du sentiment de marché des acteurs. D'accord? Ça sera évidemment à surveiller aussi d'ici demain matin, où potentiellement on pourrait avoir davantage d'indications de ce point de vue-là. En tout cas, voilà un petit peu ce que je pouvais vous dire du côté du marché crypto. Bien évidemment, on y reviendra plus en détail dans le serveur Discord. Je vous partagerai toutes les infos nécessaires dont vous aurez besoin. On va désormais pouvoir se tourner du côté des marchés financiers traditionnels. Alors, cette semaine, on avait une semaine un petit peu plus calme en termes de catalyseurs macro et microéconomiques. Bon, il y avait quelques petites choses. On a eu les résultats des LVMH début de semaine qui ont été intéressantes vis-à-vis de nos positions sur le CAC 40. On a eu les résultats de Netflix jeudi, qui avait un petit peu d'impact sur le Nasdaq. On a eu aussi quelques petits catalyseurs macroéconomiques, mais rien de terrifiant. Par contre, attention, la semaine qui arrive s'annonce beaucoup plus compliquée. Et ça va commencer dès mardi, avec les chiffres des PMI manufacturiers et services en Union européenne
Et aux États-Unis, des premiers indicateurs macroéconomiques qui sont très importants et qui seront évidemment à prendre en compte. Mercredi, on aura aussi une journée importante avec les chiffres IFEO en Allemagne, les stocks de pétrole brut aux États-Unis. Mais c'est surtout en deuxième partie de semaine que la volatilité va probablement s'accroître de manière significative, puisque jeudi, on aura les premiers chiffres de la croissance sur le premier trimestre 2024 avec le PIB aux États-Unis notamment. Et vendredi, on aura aussi une très très grosse journée avec les chiffres de l'inflation, cette fois-ci aux États-Unis, donc avec les chiffres PCE. Je rappelle que les chiffres PCE sont mieux pondérés que les chiffres IPC qu'on avait eu il y a 2 semaines, qui nous avaient déjà montré un premier rebond de l'inflation. On verra si vendredi, les chiffres PCE viennent confirmer ce rebond de l'inflation ou pas. En attendant, on voit que les marchés quand même sont en train d'intégrer le fait qu'on n'aura pas 6 baisses de taux sur les taux d'intérêt de la Fed justement durant l'année. C'est la raison pour laquelle justement on a vu le taux à 2 ans s'envoler cette semaine. On a vu aussi le taux à 10 ans exploser les 4,6%. Et puis le dollar, le DXY, qui lui aussi continue encore et encore sa montée. De ce fait, on a eu des pressions vendeuses sur les indices. On a vu le S&P 500 qui est venu chercher tous nos TP et même plus bas. Même chose du côté du Nasdaq. Alors là, en plus, sur le Nasdaq, au-delà de ça, il y a eu aussi des pressions microéconomiques. Pourquoi ? Parce que, vous le savez, une grosse partie des performances des marchés ces derniers mois a été due à ce qui s'est passé sur l'intelligence artificielle. Okay ? Le problème, c'est que quand on regarde Nvidia, quand on regarde ASML, ça commence à pas sentir très bon. Je vous ai partagé tout ça dans le Discord cette semaine. Vous voyez, Nvidia qui a été en difficulté, Super Microcomputer qui a été en difficulté, tout ça amène des pressions vendeuses et donc on a un Nasdaq qui s'est pété un petit peu la goule. Alors tant mieux pour nous, puisqu'on était vendeurs depuis plusieurs semaines dessus, même chose sur le S&P 500. La question qu'on se pose aujourd'hui, c'est est-ce qu'on assiste à une simple respiration de marché ou est-ce qu'il y a un réel changement de momentum qui est en train de s'opérer pour les prochaines semaines et pour les prochains mois. Alors, en termes de saisonnalité, ce qu'il faut savoir, c'est qu'à l'approche des élections américaines, généralement, on a des performances un petit peu moins bonnes, notamment du côté du S&P 500. Il faut savoir aussi qu'à l'approche des élections américaines, la Fed va être un petit peu plus flexible, j'ai envie de vous dire, justement pour ne pas affoler l'économie et pour justement arriver dans une période de campagne électorale, dans une période présidentielle, un petit peu plus détendu. Donc tout ça va aussi être à prendre en compte dans le contexte macro, micro et géopolitique dont je vous ai parlé. Justement, d'un point de vue géopolitique, bon, vous voyez bien qu'au Moyen-Orient, la situation reste particulièrement tendue. Et d'un point de vue microéconomique, on aura aussi beaucoup de publications d'entreprises. Et oui, le premier trimestre s'est terminé il y a quelques semaines. Donc là, on a plein de boîtes qui commencent à partager, justement, à publier leurs résultats. LVMH et Netflix ont ouvert le bal cette semaine, mais regardez la semaine qui nous attend. Ça risque d'être très costaud. On va retrouver la publication des résultats d'UPS, de Tesla, de Visa. On aura aussi mercredi Meta, IBM, Ford. Jeudi, on aura Google et Microsoft notamment. Et puis on terminera vendredi avec d'autres boîtes assez importantes. Je pense à Autoliv ou encore HSA et Colgate. Donc là aussi, des catalyseurs microéconomiques qui vont apporter de la volatilité, du stress aussi potentiellement sur les marchés. Et justement, du stress en ce moment, on en a. Et oui, quand on regarde le VIX, rappelez-vous ce que je vous disais il y a encore quelques semaines. Je vous expliquais, je vous disais, les amis, attention, il y a une tendance haussière qui est en préparation sur le VIX, ça va pas tarder à péter. Qu'est-ce qui s'est passé ? Bam, on est venu chercher les 19 points sur le VIX. Alors là, il va falloir faire attention, parce qu'un VIX qui passe au-dessus des 19 points, c'est un VIX qui passe en zone de danger. Ça veut dire qu'on passe dans un excès de stress et de volatilité sur les marchés qui peut entraîner justement des mouvements beaucoup plus importants et aussi beaucoup plus problématiques. Donc il va falloir surveiller ça très 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 attentivement. Comment je travaille donc sur les marchés actuellement ? Globalement, je garde ma casquette vendeuse actuellement sur les marchés. Ok, je garde une réflexion vendeuse, mais j'ai tout de même sécurisé un certain nombre de positions, notamment du côté US. Sur l'Europe, on est toujours à la vente sur le DAX et sur le CAC, même si on a aussi pris un petit peu de profit. Pourquoi je vous dis ça ? Parce que je pense que très prochainement, on va arriver
dans une situation où il va falloir prendre de grosses décisions. Donc là, je suis actuellement dans une phase de, si vous voulez, j'essaye d'alléger un petit peu mon exposition au marché, de manière à avoir l'esprit vraiment clair et de pouvoir prendre des décisions vraiment objectives. Parce que je pense qu'il va y avoir de très grosses décisions à prendre prochainement sur les marchés, dans un sens comme dans l'autre, mais il va y avoir une direction à prendre. Ça, évidemment, je vous la partagerai dans le serveur Discord, je vous expliquerai toutes mes prises de position et tout comme d'habitude. En tout cas, vous l'avez compris, pour le moment, je garde une casquette plutôt vendeuse, donc sur CAC, DAX, S&P et Nasdaq, pour le moment. Le FTSE, du côté britannique, est venu chercher parfaitement la zone que je vous avais indiquée cette semaine, c'est-à-dire un retour sur ce support-là. C'est allé tellement vite que j'ai pas eu le temps de me positionner personnellement, mais regardez, il y a eu la réaction parfaite sur le niveau de support 4 heures qu'on travaillait. Hop, réaction parfaite, rebond immédiat, ça a été vraiment chirurgical. Et l'autre indice auquel je ne touche pas pour le moment, c'est le Dow Jones, qui continue lui de retracer, mais qui est un petit peu compliqué à appréhender en ce moment. Alors, je m'autorise un petit peu de scalping dessus, mais ça se limite à ça. Ça se limite vraiment à ça pour le moment sur le Dow Jones. Ok ? Donc voilà un petit peu ce que je pouvais vous dire là-dessus. Pour vous faire un petit point sur le Forex. Désormais, il n'y a pas de grand changement. En fait, je suis toujours acheteur sur l'euro GBP. Trade qui se passe très très bien. Je suis toujours aussi acheteur sur le GBP AUD. On a eu un très très beau trade et puis un gros revirement de situation en fin de semaine. Mais pas de souci, on a déjà pris 2 TP. On a déjà remonté notre stop loss ABE, donc on est tranquille. Et je suis aussi à la vente sur le GBP JPY, où là aussi on est dans une position qui se passe très très bien. Alors notre deuxième entrée n'a pas été effectuée. On avait prévu une deuxième entry sur ce high. Mais vous voyez, ça se passe tellement bien qu'on n'a même pas eu besoin de la faire pour le moment. Sur le Forex, vous avez remarqué que j'ai pris un petit peu mes distances avec les paires de devises concernées directement par le dollar américain. Pourquoi ? Parce que pour le moment, j'ai un petit peu trop d'incertitude, un petit peu trop peu justement de confirmation sur le dollar américain. Donc j'essaye d'aller trader des paires de Forex un petit peu plus exotiques pour justement me protéger de cette situation actuelle. Voilà ce que je pouvais vous dire là-dessus. On termine avec un petit point sur les commodities, à commencer par le gold, où j'ai toujours à court terme, je dis bien à court terme, plutôt une réflexion vendeuse, d'accord, avec des objectifs de retour en direction des 2320 points. Alors attention, je vous l'ai déjà expliqué, mais ça reste une position extrêmement risquée, d'accord. On est sur du contre-tendance dans un contexte géopolitique, géopolitique très tendu. Donc attention, c'est très 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 risqué. Mais voilà, au vu de mes belles performances passées, et au vu de mon risk management, ça reste cohérent. Donc on travaille comme ça. On verra ce qui se passera ce soir à l'ouverture. Et du côté du pétrole, alors c'est là où un petit peu on a un actif qui est surprenant cette semaine, puisqu'on a un pétrole qui a plutôt bien retracé, alors qu'on aurait pu s'attendre à tout l'inverse après l'attaque de l'Iran week-end dernier. Finalement, on a eu un pétrole plutôt baissier cette semaine. Alors un petit peu déçu, parce que du coup, moi, rappelez-vous, j'avais pris une position à la vente dans cette phase-là, que j'avais très très rapidement coupé en me disant... Non, l'OPEP continue ses coupes de production, la tension au Moyen-Orient s'accentue, c'est trop risqué de vouloir vendre le pétrole. Du coup, j'avais coupé rapidement ma position. Au final, j'avais tout à fait raison. On est venu vraiment bien retracer. Mais bon, ça fait partie du jeu. Voilà, comme je vous l'explique très souvent, une bonne idée sans une bonne exécution, ça ne sert à rien. Donc voilà, j'ai eu raison, mais avoir raison, ça ne sert pas à grand-chose si on ne fait rien derrière. Ok ? Ou en tout cas, si on ne fait pas correctement les choses. En tout cas, c'est pas grave, j'ai pas perdu d'argent, mais j'aurais pu en gagner plus. Bref, voilà un petit peu ce que je pouvais vous dire là-dessus. Donc bien évidemment, tous les événements macro et microéconomiques de la semaine, on les suivra en direct avec vous. Je vous ai partagé hier le planning des lives de la semaine. Donc vous voyez beaucoup de contenu cette semaine qui va vous attendre. Petit point, juste pour terminer sur les résultats de la semaine, qui ont été très très bons. Ok, franchement, on a fait une belle semaine. Alors, pas sensationnel, mais on finit dans le vert à nouveau sur tous les différents services et sur tous les différents comptes sur lesquels on trade en ce moment, avec toujours le service Plutos où vraiment je me régale sur les indices. C'est vraiment extraordinaire ce qu'il se passe. Et évidemment, comme d'habitude, tout ça vous est partagé dans le serveur Discord. Voilà un petit peu ce que j'avais à vous dire les amis, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. Pour ceux qui sont sur le live Twitch et TikTok, ne bougez pas, je vais répondre à toutes vos questions dans un instant. Pour ceux qui étaient sur YouTube, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Je vous souhaite à toutes et à tous une très très bonne soirée et une très très bonne fin de week-end. Merci à toutes et à tous, ciao tout le monde, c'était Alex pour Blockchain Capital.